Imaginez un homme invisible, effacé par le mythe d'une mère adorée du monde entier, déposant en silence une gerbe de mimosa sur un cercueil, un geste chargé de décennies de douleurs muettes, de regrets inavoués et d'un amour brisé. Et si ce simple bouquet jaune vif révélait enfin les secrets enfouis d'une icône qui a tout donné aux animaux, mais si peu à son propre fils? C'est l'histoire déchirante qui bouleverse la France en ce janvier 2026 où le silence se brise enfin. À l'époque, Dormal évite soigneusement les questions sur la famille Bardot. Il dit « Elle est entière, rien de plus ». Mais dans l'entourage proche, certains murmurent. On raconte que Bernard aurait tenté en vain de réconcilier Brigitte avec son fils, qu'il aurait même rencontré Nicolas une fois dans une station-service près de Genève. Un échange froid, à peine quelques mots, rien ne bouge. Pendant 30 ans, l'homme reste loyal. Il protège Brigitte, son image, ses silences. Même quand les journalistes s'acharnent, même quand les livres s'accumulent, il ne dit rien. Pas un mot de travers, pas une révélation. Jusqu'à ce matin-là, à Saint-Tropez, où le mimosa a fleuri au milieu des gerbes. Jusqu'à ce que le silence devienne insupportable, jusqu'à ce que le mari prenne enfin la parole. Dans les années 1960, la France n'a Dieu que pour elle. Brigitte Bardot n'est plus simplement une actrice. Elle est devenue un mythe, un fantasme, une révolution vivante.
Chaque apparition déclenche des émeutes, chaque photo fait la une. Elle incarne la liberté, l'insolence, la sensualité décomplexée. Et Dieu créa la femme. Non, Bardot l'a réinventée. Entre 1956 et 1973, elle tourne plus de 40 films avec les plus grands réalisateurs de son époque. Vadin, Godard, Clouzot, Louis Malle. Elle n'a pas besoin de dialogue long. Un regard, une moue, un souffle suffisent. Elle fascine l'Amérique, électrise l'Italie et fait trembler les institutions françaises. Elle n'est pas sage et c'est pour cela qu'on l'aime. Elle devient aussi la muse de Gainsbourg, qui lui écrit « Je t'aime, moi non plus », chanson sulfureuse, bannie des ondes, mais vendue à des millions d'exemplaires sous le manteau. Elle danse, chante, provoque. Quand elle traverse Saint-Tropez pieds nus, le monde entier regarde. Mais dans cette lumière aveuglante, une ombre s'épaissit, discrète mais persistante, celle de l'enfant qu'elle a laissé derrière. À aucun moment, Nicolas n'est mentionné dans les interviews. Dans les rares portraits de Bardot chez elle, à la Madrague, on voit des chiens, des chevaux, des chèvres, mais aucune photo de son fils. Il est comme effacé du décor, inexistant. Certains journalistes tentent d'aborder le sujet. L'un d'eux, en 1971, ose poser la question dans une interview télévisée. « Et votre fils, Brigitte, que devient-il » Elle se fige, sourit vaguement et répond d'une voix lasse « Il vit sa vie, moi la mienne. » Le sujet est clos définitivement. Et pourtant, derrière cette façade assurée, quelque chose cloche. Lorsqu'elle quitte le cinéma en 1973, à seulement 39 ans, tout le monde pense à un caprice. En réalité, Bardot est épuisée, vidée. Les années de tournage, les scandales, les critiques l'ont érodée de l'intérieur. Elle se retire à Saint-Tropez, dans sa villa de la Madrague, et se consacre à la cause animale. Fondatrice de la Fondation Brigitte Bardot, elle milite avec une passion dévorante. Elle écrit des lettres enflammées au chef d'État, participe à des manifestations, recueille des bêtes blessées chez elle. Elle dépense des fortunes, jusqu'à vendre ses bijoux pour sauver des animaux. En 1986, elle reçoit la Légion d'honneur, qu'elle refuse avec fracas, dénonçant une décoration inutile dans un pays qui tolère encore les corridas. Elle ne cherche plus à plaire, elle n'a plus rien à prouver. Ses livres rencontrent un immense succès. Initial BB, publié en 1996 et traduit dans plus de 20 langues, elle y raconte tout, ou presque, ses amours, ses succès, ses combats. Mais Nicolas n'apparaît qu'en filigrane, quelques lignes. Aucune tendresse, aucune culpabilité. « Ce fut une erreur », écrit-elle, « je n'étais pas faite pour cela ». Le monde est partagé. Certains admirent son honnêteté brute, d'autres y voient une froideur inhumaine. Mais une vérité demeure. Brigitte Bardot n'a jamais menti. Elle a toujours assumé ses choix, même les plus controversés. Et c'est peut-être cela, paradoxalement, qui a renforcé son aura. Elle ne demandait ni pardon, ni approbation. Pendant ce temps, Nicolas, devenu adulte, mène une existence discrète à Oslo. Il devient photographe et mène une existence discrète. Il n'exploite pas le nom Bardot, ne publie aucun livre, ne donne aucune interview. Il vit dans l'ombre d'une femme dont il porte le sang, mais pas l'amour. Les années passent. Bardot vieillit. Elle continue de faire parler d'elle, souvent pour ses prises de position tranchées. Elle choque, dérange, divise, mais reste présente, immobile, intouchable. Une phrase revient souvent dans les articles. Elle a été l'image de la France, mais pas celle d'une mère. Et tandis que le monde continue de fantasmer sur les courbes et les répliques de Bardot, une question persiste, subjacente, douloureuse. Comment peut-on donner tant au monde et si peu à son propre enfant ? Il existe dans chaque grande histoire des zones d'ombre que même la lumière la plus vive ne parvient pas à dissiper. Autour de Brigitte Bardot, les projecteurs ont toujours été braqués. Pourtant, lorsqu'on s'attarde aux coulisses de sa vie privée, une étrange impression de vide persiste. Un vide organisé, contrôlé. Nicolas Jacques Charrier, son fils unique, n'apparaît jamais. Ni dans les albums familiaux, ni dans les témoignages de proches, pas même dans les documentaires qui lui sont consacrés. Aucun cliché, aucun souvenir partagé, aucune complicité évoquée. À tel point que beaucoup, même parmi les fans les plus fidèles, ignorent jusqu'à son existence. Comment une figure aussi publique a-t-elle pu effacer si soigneusement une part aussi intime de sa vie ? En 2005, un biographe indépendant, passionné de cinéma français, tente d'enquêter sur cette relation fantôme.
Il contacte Nicolas, désormais installé en Norvège. La réponse qu'il reçoit est aussi glaciale que brève. « Je n'ai rien à dire ». Il insiste, évoque la mémoire culturelle, le droit à la vérité. En retour, une simple phrase, presque menaçante. « Mon silence n'est pas négociable ». Ce refus catégorique relance les spéculations. Pourquoi un homme de plus de 40 ans, vivant loin des caméras, refuse-t-il encore de parler de sa mère ? La blessure est-elle toujours vive ou y a-t-il un pacte tacite, un accord muet entre les deux parties ? La presse s'en mêle de manière discrète mais tenace. Quelques journalistes parviennent à retrouver des voisins d'enfance de Nicolas à Lausanne. Tous tracent le même portrait. Un garçon réservé, solitaire, souvent triste. Il ne parlait jamais de sa maman. Il disait juste qu'elle vivait en France avec des animaux, confie une ancienne institutrice. Plus troublante encore, certains membres du personnel de la Madrague affirment sous couvert d'anonymat que des lettres envoyées par Nicolas dans les années 1980 n'ont jamais été remises à Brigitte Bardot, que quelqu'un volontairement les aurait interceptées. Vraie censure ou légende colportée. Impossible à vérifier, mais l'hypothèse fait son chemin. Et puis il y a Bernard Dormal, l'homme de l'ombre, l'époux discret, celui qui pendant 30 ans est resté fidèle à Bardot sans jamais s'exprimer publiquement sur ce qu'il savait vraiment. Un article paru en 2001 dans le Figaro magazine évoque un dîner tendu dans une villa voisine de Saint-Tropez. Bardot y serait apparue nerveuse, crispée, après avoir reçu un appel téléphonique venu d'Oslo. Dormal, ordinairement si posé, aurait quitté la table sans un mot. L'affaire n'est jamais reprise, jamais commentée, mais le malaise est là. Qu'était cet appel ? De qui ? Pourquoi une telle réaction ? Un ancien assistant de Bernard confie bien des années plus tard « Il a tout fait pour les rapprocher, il souffrait de cette rupture, mais Brigitte avait mis des lignes rouges, il n'avait pas le droit de les franchir. » La phrase est lourde de sens. Était-il impuissant ou complice ? Témoin passif ou gardien du silence ? Un élément revient souvent dans les témoignages récoltés. Bardot se serait effondré en larmes une nuit de 1999, apprenant que Nicolas allait devenir père à son tour. Ce moment, rapporté par une aide-soignante de passage, reste flou. Mais la date coïncide avec la naissance de la première petite fille de Bardot qu'elle ne rencontrera jamais. Certains prétendent que Bernard aurait vu une photo de l'enfant et aurait glissé l'image dans un bureau à la Madrague. D'autres racontent qu'un colis, une petite boîte contenant un bracelet d'argent, aurait été envoyé à Brigitte de temps à autre, sans mots, sans explication. Elle ne l'aurait jamais ouvert. Tout est hypothèse, rien n'est confirmé, mais les coïncidences s'accumulent. Et puis il y a cette lettre. En 2010, un archiviste privé chargé de classer les documents de la Fondation Bardot découvre une enveloppe scellée datée de 1994. L'écriture est celle de Brigitte. L'enveloppe porte un seul mot, Nicolas. Aucun autre détail. Le document est remis à Bernard qui demande expressément à ce qu'aucune copie ne soit faite. Depuis, la lettre a disparu. Est-elle remise à son destinataire, brûlée, conservée dans un coffre ? Nul ne le sait, et Bernard ne répond pas à la question. Il y a aussi l'absence de traces notariales liant Bardot à son fils. Pas de donation, pas de clause de succession, pas même un testament publiquement mentionnant son nom. Une omission troublante pour une femme si médiatisée, surtout quand on sait que son patrimoine, notamment sa villa de la Madrague, ses droits d'image et les actifs de sa fondation, pourraient se chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pourquoi effacer à ce point un lien de sang ? Certains parlent d'un secret plus profond, d'une douleur si ancienne qu'elle s'est transformée en déni. D'autres évoquent un traumatisme lié à l'accouchement. Bardot, dans ses mémoires, raconte son hospitalisation comme une torture. Elle y décrit l'effroi, la peur, l'envie de s'échapper. Pour une femme si farouchement attachée à sa liberté, l'expérience aurait pu créer une coupure irrémédiable. Il est permis de penser que Nicolas, de son côté, n'a jamais voulu revenir, que son silence est une forme de vengeance douce, une manière de dire « tu m'as oublié, je t'efface aussi ». Mais alors, pourquoi venir aux obsèques ? Pourquoi cette gerbe de mimosa simple, silencieuse, mais si poignante ? Pourquoi ce geste après des décennies d'éloignement ? Quelque chose manifestement a bougé ou quelqu'un a décidé qu'il était temps. Le 28 décembre 2025, à l'aube, un silence inhabituel plane sur la Madrague. Les volets sont clos, le téléphone fixe ordinairement bruyant reste muet. À l'intérieur, dans une chambre dont les rideaux sont tirés, Brigitte Bardot s'éteint à 91 ans. À ses côtés, un médecin, un prêtre et Bernard Dormal, son mari, resté jusqu'au bout. Le communiqué officiel est diffusé quelques heures plus tard.
Sobre, étrangement neutre, Brigitte Bardot est décédée paisiblement dans sa maison de Saint-Tropez. Aucune mention de son fils, aucune déclaration de la famille. Mais très vite, les médias s'emparent de l'annonce, les chaînes d'infos bouleversent leur programme, des documentaires sont rediffusés en boucle. Le monde pleure une icône. Saint-Tropez devient un sanctuaire improvisé. Devant la madrague, les fans déposent des fleurs, des portraits, des bougies. Et puis, la date des obsèques est annoncée. 7 janvier 2026, lieu l'église Notre-Dame de l'Assomption en plein cœur de la vieille ville. Ce jour-là, les rues sont bouclées. Les forces de l'ordre encadrent les allées. Un cordon de sécurité entoure l'église. À l'intérieur, la cérémonie est privée, une centaine de personnes seulement. Des amis proches, quelques acteurs, des membres de la Fondation Bardot. Et parmi eux, un homme que personne ne reconnaît immédiatement. Grand, le visage fermé, les cheveux blonds. Il marche seul, en silence, un bouquet de mimosas à la main. Il ne se tient pas à l'avant, ni au centre. Il choisit le fond de l'église, près de la sortie, prêt à repartir à tout moment. Il s'agit de Nicolas Jacques Charrier. Lorsque la cérémonie s'achève, un frisson parcourt l'assistance. Le cercueil est porté par 6 hommes, dont 2 membres du personnel de la madrague. À l'extérieur, le vent soulève les pétales de fleurs. Et là, au moment de quitter l'église, Nicolas s'approche. D'un geste lent, il dépose la gerbe de mimosa jaune vif au pied du cercueil. Sans mots, juste une petite carte accrochée par un ruban. À maman. Le silence est total. Les photographes, surpris, baissent leurs appareils. Même les journalistes postés à distance semblent paralysés. Le fils invisible est devenu visible, et ce geste simple et sobre bouleverse tout. Mais ce n'est pas le seul choc de la journée. Quelques heures plus tard, alors que les invités quittent la colline du cimetière marin, Bernard Dormal accepte de s'arrêter devant un micro tendu. Il n'avait jamais parlé encore depuis l'annonce de la mort de sa femme. Les caméras se figent, les plumes se tendent. Il ajuste ses lunettes, inspire profondément et dit simplement « Elle ne savait pas aimer comme on l'attendait, mais elle aimait à sa manière ». Un murmure parcourt les rangs de journalistes. Est-ce une justification, une confession, une demande de pardon à voix basse? Il continue, les yeux embus. Nicolas a beaucoup souffert, nous avons tous souffert. Il était là aujourd'hui, c'était sa place, c'est tout ce que je dirais. Puis il tourne les talons.